Vous n'êtes pas sans savoir que nos différents pays dans la sous-région traversent une crise sécuritaire sans précédent. Et donc, c'est important pour nous d'en discuter, puisqu'on ne peut pas parler d'émergence économique dans des pays dans lesquels la sécurité n'est pas vraiment maîtrisée. Donc, Général Talla Nyong, vous allez avoir 10 minutes pour nous entretenir sur la thématique. Vous abordez la thématique avec, nous voulons vous entendre parler en partant de vos expériences surtout, parce que nous savons que vous êtes très expérimentés et nous espérons apprendre beaucoup de vous tout le long de ce webinaire. Bonjour tout le monde. J'ai demandé par vous de traiter d'échanger sur le sujet que vient d'évoquer Christelle, à savoir est-ce que l'intégration régionale en Afrique serait un outil stratégique pour la sécurité et l'émergence économique. Donc, je traiterai de la première partie et je participerai avec grand plaisir aux discussions de la seconde partie. Alors, je voudrais d'abord remercier vous, Pascal, naturellement le coordonnateur de tout ça, de m'avoir invité à et également féliciter Christelle et Joël, nos deux jeunes dynamiques du GIAF. Et je voudrais saluer Mamadou qui n'est pas encore là, Mamadou Koulibaly, mais également saluer Guevara Dayou que j'ai eu la chance de rencontrer à Grand Bassam. Je salue également la présence de Joël avec qui on a beaucoup échangé la dernière fois. Si je reformule la question, elle me donne de la façon la plus simple ceci. Est-ce que l'intégration régionale africaine est un outil stratégique pour la sécurité? Bon, ma thèse est simple. Je dis, pour moi, ma conviction est acquise depuis très longtemps que l'intégration régionale africaine est plus qu'un outil. C'est aujourd'hui une nécessité pour la défense. Pour étayer cette affirmation, je voudrais d'abord faire avec vous un peu d'histoire et de l'histoire européenne. Tout le monde le sait, après la guerre de 100 ans, à la fin du Moyen-Âge, qui avait opposé l'Empire de France et l'Empire d'Angleterre, cette guerre s'était propagée sur l'ensemble des frontières de l'actuelle Europe. Mais après cela, les Européens se sont encore fait la guerre, ils se sont livrés à 830 guerres en Europe et hors d'Europe. Je dis bien 830. Et parmi lesquelles, naturellement, les deux plus grandes guerres mondiales, 98, 39, 45, qui ont fait quand même 100 morts, 100 millions de morts, pardon, et des dégâts incommensurables. Alors là, et meurtris dans leur chair, ils se sont enfin dit, plus jamais ça. C'est ainsi que l'ONU est née, après la SDN, dont la mission principale de l'organe suprême qui est le Conseil de sécurité est en fait de maintenir la paix dans le monde. Dans la même foulée, sont nés l'OTAN en 1947 et le pacte de Varsovie en 1957. L'Union européenne occidentale, créée en 1948, est devenue par la suite la Communauté économique européenne qui est devenue aujourd'hui l'Union européenne en 1993. Et l'URSS, qui a été créée en 1952, est devenue aujourd'hui la communauté des États indépendants formée autour de la Fédération de Russie après la chute du mur de Berlin. L'objectif de tous ces grands ensembles était d'être assez fort pour, au mieux, dissuader l'ennemi de nous attaquer et, au minimum, être en mesure de faire face en cas d'attaque. Cette intégration, dans chaque cas, dans chaque camp, a permis une mutualisation des moyens de défense, une répartition des tâches et des efforts budgétaires. Ceci a
quand même permis 70 ans de paix et de sécurité en Europe par un certain équilibre de la peur entre les deux peuples. Ces 70 ans ont eu comme dividende le transfert d'une partie de l'effort de guerre vers des investissements économiques et les services sociaux de base, ce qui a créé le formidable essor de l'Europe occidentale depuis les années 50. Donc, ma première conclusion est que dans l'exemple des deux grands blocs créés après la guerre en Europe montre très clairement que l'intégration est par essence un outil stratégique de défense. Si maintenant on vient, parce que je suis allé loin, pour revenir dans notre région en Afrique, et là je dirais que non seulement c'est un outil stratégique de défense, mais elle est une nécessité vitale pour la défense africaine. Je vais m'attacher à démontrer la nécessité avant de proposer quelques axes stratégiques. D'abord, pourquoi c'est une nécessité? Il y a la géographie qui commande. En Afrique, on dénombre aujourd'hui 5 théâtres d'opération étendus sur 16 pays placés en zone grise. Dans ces pays, l'urgence est partout. La santé, l'eau, l'alimentation, l'école, la sécurité et l'emploi. Et en plus, ces pays connaissent presque tous les mêmes problèmes de stabilité politique et de gouvernance. Tout l'un des points communs de leurs forces armées et de défense sont qu'elles sont sous-dimensionnées, sous-équipées, mal formées et très souvent mal commandées. Cet état des lieux suffit de lui-même pour dire l'incapacité de chacun de ces pays à prendre en charge isolément sa propre défense dans une guerre, même dans une guerre conventionnelle. Regardons maintenant la composition des acteurs. Les acteurs ennemis. L'ennemi ici se caractérise partout par sa diversité ou la diversité de ses objectifs. Les uns sont des djihadistes, les autres des communautaristes. Il y a des conflits de terre, il y a les indépendantistes, il y a simplement les criminels transfrontaliers, qui sont tout simplement des bandits qui utilisent la situation pour se faire de l'argent. Il y a la variété des modes d'action. Cet ennemi, aujourd'hui, est caractérisé par sa rusticité, sa volatilité, son imprévisibilité, par des modes d'action comme les enlèvements de personnes et les trafics de drogue. Cet ennemi est imprévisible. Et ceci, c'est dû à l'incohérence de ses cibles et sa méprise des règles de la guerre et des droits de l'homme. Mais également, cet ennemi bénéficie d'un autre atout, c'est qu'il a une excellente connaissance du terrain, parfois avec la complicité d'une ou de toute la population locale concernée. Tout ceci confère à cet ennemi la possibilité de frapper souvent partout et de disparaître. Face à cet ennemi, nous avons les forces régulières. Eh bien, les forces régulières sont caractérisées ici, on peut les dépeindre comme ceci. Elles sont insuffisantes. Elles sont souvent mal formées. Elles sont presque toujours, à quelques exceptions près, mal équipées, mais également mal payées, mal entretenues, et parfois avec des chefs corrompus et affairistes. Quelles ont été les réponses qui ont été apportées par nos dirigeants dans cette région d'Afrique? Le plus souvent, c'était des réponses inappropriées. Au niveau national, on a le manque d'entraînement spécifique, formation et entraînement. Les gens oublient souvent que au moins le tiers du temps du soldat, il doit le passer à l'entraînement. Parce que quelqu'un disait que la sueur à l'entraînement épargne le sang au combat. Donc l'entraînement, c'est important et ce n'est pas souvent pris en compte. Les équipements sont insuffisants et souvent mal adaptés. Il y a des stratégies
et des doctrines de combat qui sont souvent obsolètes. Dans la plupart des pays, on se croirait parfois au siècle dernier. Il y a des doctrines donc, de combat obsolètes. Et quand on se déporte maintenant au niveau régional, pour donner l'exemple de deux structures que l'on connaît, la CEDEAO et le G5 Sahel, l'outil de combat de la CEDEAO, c'est l'ECOMOG. Eh bien, l'ECOMOG a engagé une très grande expérience. Le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée-Bissau. Mais son gros problème, c'est quoi? C'est qu'on répète presque toujours la même chose. On commet presque souvent les mêmes erreurs. On reconduit les mêmes insuffisances et les mêmes problèmes. Et par exemple, le quota des troupes par pays n'est jamais respecté. L'équipement exigé n'est pas souvent disponible parce qu'on attend que ça vienne d'Europe 3, 4, 5 mois avant de pouvoir se déployer. Il y a l'exigence de l'autonomie nationale, parce que toutes les troupes qui doivent s'engager dans des opérations de la CEDEAO doivent avoir une autonomie de 3 mois payée par leur pays. C'est rarement possible dans la plupart de nos pays. Il y a l'exigence de l'autonomie de logistique également. Beaucoup attendent même que les tenues viennent de l'Union européenne ou d'ailleurs, ou d'un allié bilatéral pour pouvoir équiper ces soldats. Il y a la mise à disposition également du personnel d'état-major en temps de paix pour que ce personnel s'entraîne et développe des mécanismes de travail ensemble. Ça ne se fait presque pas. La doctrine, n'en parlons pas au niveau de la sous-région. Si maintenant on compare avec le G5 Sahel, qui est le dernier né, parce qu'il a été créé en 2014, sur des bases d'abord discriminatoires au départ, parce qu'on a exclu l'Algérie et le Sénégal. Sous l'impulsion de la France, le G5 Sahel devait servir de pendant politico-militaire à l'opération Barkhane et surtout soulager cette force-là du poids des combats au sol, parce qu'ils sont meurtriers et l'opinion publique française accepte ça de moins en moins. En 2015, une force a été créée, la force conjointe du G5 Sahel, et elle a végété jusqu'en 2017. Faute de quoi? Faute d'argent. Parce que la France, ayant poussé à cette formation, a pensé qu'elle pouvait travailler bien au niveau des Nations Unies pour faire autoriser par le Conseil de sécurité le déploiement de cette force. Mais les Américains ont mis leur veto. Donc, il n'y a pas eu d'argent. Quand il n'y a pas de résolution, il n'y a pas d'argent. Parce que c'est les 5 pays du Conseil de sécurité qui autorisent par un Conseil de sécurité et qui donnent l'argent pour ça. Ce n'est pas les autres, c'est les 5. Et parmi les 5, la moitié, c'est les États-Unis. Eh bien, il y a eu au départ un besoin de financement de 415 millions de dollars US pour 5000 hommes, mais seule la moitié a pu être libérée 2 ans après. Et tenez-vous bien par qui? L'Arabie Saoudite, qui a donné 100 millions d'euros. Les Américains ont donné 60 millions, l'Union européenne, tout ensemble confondu, 50 millions, et les Émirats, 30 millions. Ainsi, mais il y a eu un autre problème, c'est que le G5 Sahel a été bâti sur le modèle de l'OTAN. C'est tout sauf ce qu'il fallait faire. Parce qu'il a misé sur la couverture permanente de Barkhane qui est, par définition, appelée à disparaître, à dépérir. Comme les Européens, du reste, mis sur le parapluie américain. Mais eux, au moins, il y a de la pérennité. L'autre tard du G5 Sahel, c'est de ne pas comprendre que l'urgence, c'était la lutte. C'était la lutte coordonnée avec des moyens humains et des équipements adaptés. Dans cette lutte, le G5 Sahel a commencé par faire du gros, construire une école de guerre, construire des écoles de sécurité en infrastructure, des routes, des trucs comme ça. Mais alors, tout sauf ce pourquoi ce G5 Sahel a été créé dans, j'allais dire, dans l'urgence. Parce que tout ce que je viens de dire aurait pu attendre et mettre l'accent sur
l'acquisition de troupes entraînées, aguerries, équipées pour se mettre au travail. Et l'autre plus grosse bêtise du G5 Sahel, excusez-moi le terme, c'est d'avoir copié-collé un processus de décision ou un processus décisionnel copié un peu entre l'OTAN et la CEDEAO, avec une très lourde bureaucratie, des recherches de compromis politiques, alors que l'ennemi, lui, il est là. Il est furtif, il est déconcentré, il est souvent autonome et il est très efficace. Voilà donc un peu, alors qu'on attendait plutôt que ces G5 Sahel, dans l'urgence, se mettre plutôt à l'action. Alors, ils se sont mis à la construction à long terme d'infrastructures, à la fois d'état-major et tout le reste. Je pense qu'il faut également, c'est là où je vais commencer à faire après avoir émis quelques gentilles petites critiques, parce que j'en ai beaucoup, ça me passionne cette question. Je pense qu'aujourd'hui, il faut commencer par élaborer une stratégie de défense à l'échelle de la CEDEAO, y compris le Tchad. Je dis bien y compris le Tchad. Il faut établir une doctrine d'emploi qui couvre la CEDEAO et le Sahel, en créant, à mon avis, il faut créer un front maritime unique, avec la mutualisation de l'ensemble des armées de mer des pays de la côte. Il faut créer une réserve stratégique continentale composée de forces terrestres des pays côtiers qui serviront de soutien opérationnel arrière aux pays du front, qui sont le Mali, le Burkina, le Tchad, le Niger, etc. Mais il y a également la nature du déploiement des unités au combat, parce qu'on déploie les unités par rapport à la menace. Je pense qu'il faut désigner dès le temps de paix. C'est ça, c'est absolument indispensable. Il faut désigner des unités dédiées sur leur propre territoire national, tout en veillant au contrôle de leur entraînement spécifique au minimum tous les 6 mois. Donc, il faut créer un petit corps d'inspecteurs opérationnels pour aller de pays à pays contrôler et valider la formation de ces unités qui sont pré-positionnées, aptes à être déployées peut-être dans les 15 jours en cas de besoin sur un autre territoire. Je crois qu'il faut aussi donner beaucoup d'autonomie d'action à ces fronts qui auront déjà établi des mécanismes de mutualisation de forces et des MOU de renforcement mutuel. Comme ça se fait un peu au niveau des Nations Unies. Quand il y a un théâtre en Côte d'Ivoire, moi quand j'y étais, il y avait un théâtre en Côte d'Ivoire, un autre au Libéria, on avait un MOU et des mécanismes de renforcement mutuel qui étaient déjà prêts et des entraînements avaient été faits, de telle sorte que quand on a eu besoin du bataillon ou des hélicoptères du Libéria, eh bien, dans la semaine, la mise en place avait été faite pratiquement. Donc, c'est ce genre d'expérience peut-être qu'il faut essayer de revisiter dans notre région. Je crois qu'il y a aussi, il faut mettre l'accent sur des capacités de renseignement et des capacités de frappe à distance. Mettre l'accent sur la formation d'unités spéciales désert. Donc, les troupes spéciales qui opèrent en Sibérie ou plutôt en Ukraine, ça ne peut pas être la même formation, ça peut être la même chose que les troupes spéciales qu'on doit envoyer en plein désert dans le Sahel. Ce n'est pas les mêmes équipements, ce n'est pas les mêmes gestes, ce n'est pas la même résilience. Donc, ça ne peut pas être le même type ce n'est pas le même ennemi non plus. Il faut également, à mon avis, inviter les politiques à jouer un rôle minimum, mais fondamental. Et ce premier rôle, c'est quoi? C'est la recherche de coopération aérienne avec des alliés stratégiques sûrs. Et ensuite, il leur appartient aux politiques de trouver la logistique adéquate et les alliances stratégiques nécessaires pour le soutien aérien et renseignement.
dans tous les cas, je pense, et ça c'est ma conviction, qu'il faut établir un pont entre la force d'attente de la CEDEAO et la force du G5 et définir entre elles des mécanismes de coopération opérationnelle. Voilà en gros, je sais que le temps, j'ai dépassé un peu le temps, mais voilà en gros ce que je voulais dire en substance sur la question, tout en restant prêt à discuter avec vous parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Je vous remercie, Christelle. Général, merci pour la brillante présentation que vous nous avez offerte. Je pense qu'il y a des questions qu'on va vous adresser tout à l'heure, mais en attendant, je voudrais d'abord demander à Pascal s'il est disposé pour nous faire une brève présentation du GIAF pendant qu'on organise les questions. D'accord. J'en profite pour effectivement vous dire quelques mots sur le GIAF. D'abord, vous remercier d'être là. Hein. Je pense que le sujet, pour deux raisons. Le premier, c'est que le sujet de l'intégration est un sujet extrêmement important pour le futur. Et d'autre part, du fait que ce dialogue intergénérationnel un peu original qu'on essaye de bâtir, il paraît très important. Bon, qu'est-ce que c'est que, en fait, que le GIAF, les caractéristiques un peu du GIAF un peu spécifiques, c'est que, disons, c'est un think tank qui d'abord existe depuis longtemps, qui a une longue histoire, et c'est une histoire au départ d'amitié entre jeunes, puisqu'il a commencé au Sénégal dans les années 70-80, Sénégal où j'étais à l'époque, et il est donc de cette date-là. En 1994, il s'est organisé une première conférence internationale qui était présidée par Raymond Barre, que certains anciens connaissent. Et en 2011, il s'est internalisé en Afrique à Abidjan avec comme président Charles Konan Banny, l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, et ancien directeur de la BCEAO pendant de longues années. Donc, il a ce parcours et il est caractérisé, donc il s'est internalisé en Afrique, donc le siège était en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est à la fois un réseau ancien qui recouvre des leaders, des personnalités diverses, hein, qui viennent de la politique, de l'entreprise, de l'université, de la société civile, et maintenant, depuis quelques années, avec des représentants de la jeunesse, qui fait vraiment sa diversité. Alors, c'est un think tank, donc il organise des conférences internationales qui ont comme particularité, environ tous les 2 ans, 2-3 ans, qui ont des particularités. Elles sont généralement toujours organisées en Afrique et leur objectif, c'est de déboucher sur des recommandations qui se veulent, je dirais, assez structurées, avec une méthode de réflexion assez poussée. Mais c'est en même temps un réseau. C'est un réseau qui vise au suivi de ces recommandations, ce qui n'est pas toujours le cas des think tanks. Donc, il y a un réseau qui est constitué d'antennes dans différents pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en France, au Mali, etc., et qui organise des échanges constants entre ces antennes, en même temps des soutiens entre les pays qui sont en crise ou en difficulté, de l'ensemble du réseau qui comprend environ 90 personnes aujourd'hui. Et puis, il y a cette branche junior que vous voyez qui est assez originale, qui est intégrée au groupe. C'est-à-dire que la cellule direction du GIAF, elle fait vraiment partie du groupe et cette cellule vise aussi à développer son propre réseau et à organiser des webinaires comme celui-ci. Alors, la structure actuelle du GIAF, notre cher président Charles Konan Banny est décédé fin 2021 de façon brutale à la suite à un Covid, et ce qui nous a tous profondément attristés. Et donc, pour le moment, il est dirigé par 3 vice-présidents qui sont Didier Akoueté, que beaucoup connaissent, je crois, Léon Kofi, qui est ivoirien d'origine, et Koko Moukete,
Nfon Nkoko Mukete, qui est camerounais. Voilà, ça c'est et moi-même qui suis secrétaire général. Alors, l'objet de ce jour, nous avons fait une série de 5 webinaires sur la jeunesse déjà l'année dernière. Ces webinaires ont, si je puis dire, très bien marché. On a eu moins de problèmes de connexion, je suis vraiment désolé. Et donc, ce webinaire actuel, c'est une nouvelle série de 5 webinaires donc, démarre maintenant sur l'intégration régionale. Elle part d'un diagnostic, elle part donc d'un support qui est celui de notre conférence de 2017, avec un diagnostic, c'est que l'émergence véritable, de même qu'on l'a vu sur le plan de la sécurité, là maintenant avec le général, l'émergence au point de vue économique, elle n'est vraiment réaliste qu'au niveau régional. Elle suppose d'ailleurs un changement de paradigme, c'est-à-dire de passer du modèle de la rente au modèle de l'investissement, de l'entreprise et des échanges de production entre les pays. Et elle vise à transformer la région en véritable force économique. Et si vous vous référez à notre site et à nos recommandations, vous verrez que cela passe par 5 mesures très importantes pour redynamiser l'intégration régionale et appliquer à la CEDEAO particulièrement 5 choix décisifs. Et en même temps, une autre façon pour l'Afrique de gérer la mondialisation. Alors, ce webinaire que nous sommes en train de faire là maintenant c'est le premier de la série. Il est donc, je dirais, l'objectif, c'est bien d'échanger entre nous pour faire comprendre le fait que, soit, comme sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, ce passage par la région, si on veut vraiment émerger, est absolument indispensable. Alors, il y a 4 remarques qui caractérisent cette, si je puis dire, l'intérêt de ce que nous essayons de faire. C'est d'abord qu'on part au départ pour ces webinaires d'un travail très important, puisque c'était pour l'intégration régionale celui qui a été fait en 2017 et qui reste malheureusement d'une brûlante actualité, parce qu'au lieu d'avancer dans la direction des recommandations, on a plutôt un peu reculé. Donc, ça n'empêche pas que les axes restent toujours les mêmes. La méthode d'échange originale qu'on essaye de faire entre seniors et juniors est basée sur le fait que les sujets sont définis par les jeunes, c'est-à-dire les thèmes des 4 webinaires ont été définis par les jeunes. Les panels sont composés de seniors et de juniors. C'est ce qui fait aussi un peu, et de seniors qui ont participé à ces conférences, c'est-à-dire qui vivent vraiment, qui sont des personnalités de haut niveau sur les sujets concernés et qui assument les recommandations qui sont dans ces... Et c'est modéré, comme vous le voyez, par des jeunes, aujourd'hui par Christelle, et les questions posées sur le chat sont celles émanant des jeunes. Voilà. Donc, et en définitive, tout ça a vocation à être enregistré et à se transformer en produit audiovisuel qu'on peut reconsulter à la demande, partager, etc. Et vous pouvez voir sur le site tout le travail qui a été fait au niveau de la jeunesse, les 5 séminaires sur la jeunesse, ils figurent sur le site du GIAF. Le troisième point, c'est que en fait, cette démarche, elle est profitable pas simplement pour les juniors, elle est profitable pour tout le monde, parce qu'elle nous permet d'une part comment dirais-je, de communiquer avec la jeunesse qui en fait sont les protagonistes de ce qui va arriver ou ce qui doit arriver. Vous êtes vraiment, ça va être vous les vrais acteurs de ça. Donc, et d'autre part, ça permet d'actualiser des recommandations de 2017 et aussi je dirais, de les orienter sur vos préoccupations. Merci Pascal. Oui, Guevara nous a déjà rejoint, donc sans transition, je pense qu'il va prendre la parole et
fait sa présentation en tant que représentant des jeunes dans ce webinaire. Guevara est là? Oui, je suis là. Bonsoir Christelle, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'opportunité qui m'est offerte et qui est offerte au réseau. D'entrée, je présente toutes mes excuses à tous les participants pour le retard que j'ai eu à accuser dû à des défauts techniques et un défaut de connexion aussi, un problème de connexion de là où je suis. Je trouve très pertinent la thématique que nous sommes en train de traiter. Et comme j'ai eu le fait, comme je dis, la dernière fois à Abidjan, je vais encore reprendre cet exercice-là en retraçant, par exemple, mon parcours d'Abidjan, de Cotonou pour Abidjan et mon retour d'Abidjan pour Cotonou. Juste au fait pour pouvoir nous faire toucher du doigt les réalités de l'intégration régionale. Et comme Abidjan et Cotonou sont tous dans la sous-région de la CEDEAO, nous pourrons réellement nous rendre compte des difficultés que nous rencontrons. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier le GIAF, parce que comme François travail a été fait par le GIAF, qui est intégration ou désintégration. Et quand on parcourt ce document, on se rend compte au fait que tout a déjà été dit, tout a déjà été fait. Malheureusement, les recommandations ne sont pas souvent suivies. Est-ce parce que la méthode employée par le GIAF ne permet pas à ce que les pouvoirs publics puissent être touchés? Est-ce que les pouvoirs publics ne lisent pas forcément tous les documents qui sont faits par les organisations de la société civile et assimilés? Je ne sais pas, mais je pense que ce sera aussi une occasion pour nous de travailler dessus et de pouvoir voir comment le faire. Alors, j'ai été invité par le GIAF pour participer à la rencontre annuelle du GIAF à Abidjan. Et pour une organisation comme la nôtre, disposant de pas beaucoup de ressources, puisque nous sommes une jeune organisation, j'ai dû voyager par voie terrestre. Alors, pour mon voyage par voie terrestre, puisque nous sommes dans l'espace CEDEAO qui promeut la libre circulation des biens et des personnes, j'ai pris un véhicule de transport en commun, un bus, et j'ai voyagé avec mon passeport. Il s'est fait que traverser la frontière Bénin-Lomé, il n'y avait pas de souci. Mais arrivé au niveau de la frontière Togo-Ghana, je devais payer 2000 francs. On ne m'a pas réellement justifié la raison pour laquelle moi, ressortissant de la CEDEAO, je dois payer juste pour faire le transit pour aller en Côte d'Ivoire. Mais une chose est sûre, c'est que si tu ne payes pas, tu ne passes pas. On va te faire la vie dure. Donc, on a dû libérer et nous avons traversé le Ghana. Et au niveau du Ghana, justement, il y a plusieurs checkpoints, plusieurs arrêts de sécurité qui permettent de fouiller, de prendre aussi, de soutirer de petits sous aux voyageurs. Et arriver maintenant à la frontière Ghana-Côte d'Ivoire, nous avons pu traverser la frontière ghanéenne et nous sommes arrivés du côté ivoirien. Il s'est fait que dans le véhicule que nous avons apporté, il y avait un jeune de moins de 30 ans qui transportait des produits prohibés. Donc, notre véhicule a été immobilisé sur place et ce jeune, justement, je ne sais pas les raisons qui ont sous-tendu pourquoi il faisait ce trafic-là. Mais une chose est sûre, c'est qu'il transportait des produits prohibés. Donc, le véhicule a été stoppé. Nous avons pris un véhicule de transport en commun de la frontière Abidjan pour venir à Grand Bassam. De Abidjan à Grand Bassam, nous avons eu à rencontrer tout au moins 10 checkpoints. Et à chaque fois, c'est toujours les mêmes pièces qui sont exigées. Et pour ceux qui n'avaient pas les pièces à jour, ils devaient payer des sous. Pour le voyage retour, ça a été le même scénario. Pour quelqu'un comme moi, j'ai bien envie d'aller au Burkina. Mais pour des raisons de sécurité, voyager par voie terrestre est très difficile pour nous aujourd'hui. Donc, ce qui est recommandé, c'est de voyager par voie aérienne et nous n'avons forcément pas les moyens de le faire. Donc, je retrace un peu mon parcours et les difficultés auxquelles j'ai eu à faire face pour un jeune comme moi
pour les jeunes que nous sommes. Quand nous entendons parler de l'intégration africaine, des efforts et des protocoles et actes qui sont pris pour nous garantir la libre circulation des biens et des personnes, nous trouvons que c'est très bien quand c'est couché sur le papier. Mais dans la réalité, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Nous sommes disponibles, nous sommes prêts à créer des entreprises et à les promouvoir, à envoyer des marchandises d'un pays de la CEDEAO vers un autre. Mais voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés où la libre circulation des biens et des personnes est promue sur papier. Mais dans la dure réalité, on se rend compte qu'il y a des barrages, des contrôles, des obstacles qui ne nous permettent forcément pas de dire que nous pouvons circuler librement dans l'espace CEDEAO. Donc, voilà, succinctement présenté. Je n'ai pas voulu rentrer dans beaucoup de détails. J'ai juste voulu faire toucher du doigt certaines difficultés que les jeunes rencontrent dans, par exemple, la libre circulation des biens et des personnes. Merci, Christelle. Est-ce qu'on a Christelle? Je pense que Christelle a un souci de connexion. Décidément. Et oui, c'est la réalité hein, sur le continent. Oui. Et à la suite de Guevara, je fais sans transition un peu une brève présentation parce que Pascal a déjà annoncé beaucoup d'éléments. Malheureusement, on attendait d'autres panélistes qui n'ont pas pu nous joindre pour souci aussi d'Internet. Donc, moi, je suis José Abert Afododé, membre du groupe Initiative Afrique et un acteur aussi de cette dynamique du GIAF vers la jeunesse. Je voudrais juste présenter le contexte, mais comme ça a été dit, c'est pour qu'on puisse, en tant que jeunes, nous approprier les éléments de discussion et surtout les dynamiques de développement du continent africain. Parce que, comme il a été rappelé, la démographie fait que nous sommes la population la plus nombreuse, on va dire, hein, en termes d'effectifs. Et il y a une dynamique qui fait qu'on est obligé aussi de s'intéresser, si on veut préparer la relève, à nos enjeux de développement. Du coup, l'intégration régionale est une problématique qui nous concerne, pas en tant que jeunes uniquement, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'acteurs de la société civile, en tant qu'acteurs intéressés par les questions de développement, tout simplement. Donc, face à ces enjeux-là, sur le continent africain, on pense, et ça a été déjà dit par le général et tous ceux qui sont intervenus, que l'intégration s'impose, c'est comme une nécessité pour nous. Et le groupe Initiative Afrique a fait aussi cette conférence en 2017. Donc, par rapport à toutes ces dynamiques-là, je vous invite à visiter le site Internet du groupe pour pouvoir y découvrir justement les travaux, les réflexions qui sont des réflexions toujours d'actualité parce que nous sommes dans un contexte où on doit s'imprégner de ce qui se passe sur le continent et des dynamiques sur la base des approches de solutions parce que c'est des personnalités qui ont réfléchi, qui ont proposé des approches de solutions à nos problématiques. Donc, voilà, pour pallier à tous ces déficits liés à Internet, je vous prie pour continuer les réflexions de télécharger ce livret-là sur la conférence sur l'intégration régionale. Alors, on est dans un contexte sur le continent où la délinquance s'accroît progressivement hein, au niveau de la jeunesse. On se retrouve dans des raccourcis économiques, comme on dit, en majorité, et on se rend compte aussi que l'école n'a plus sa vraie valeur. Pourquoi est-ce qu'en tant que jeune, on s'intéresse à l'instruction à l'école? Vous allez voir dans nos rues, partout en Afrique, des jeunes, des badauds qui passent tout le temps du matin au soir dans les rues parce que quoi, désabusés, désintéressés du système et on va dire peut-être manque d'ambition. Mais ce n'est pas ça effectivement le réel problème parce qu'il y a ce besoin-là aussi d'aller vers les jeunes. Il y a ce besoin de comprendre les problèmes que les jeunes vivent et de s'approprier de leurs problématiques afin de pouvoir justement leur apporter des approches de solutions. Et c'est pour ça que nous, on est dans cette dynamique-là de nous imprégner de ce qui se passe
et aussi des dynamiques qui nous apportent des solutions, justement. Donc, alors, comme approche objective, parce qu'on parle de l'intégration régionale, on parle des possibilités ou des avantages. On a écouté tout à l'heure l'histoire de Guevara qui a eu beaucoup de contraintes à traverser les frontières. C'est une réalité, je l'ai vécu aussi par le passé. Et donc, du coup, on pense que la solution pourrait passer par la régionalisation. Régionalisation, ça veut dire mutualisation des forces. Ça veut dire que quand on fait un produit au Bénin, qu'on n'ait pas de difficultés à commercer avec le Togo à côté, à envoyer notre produit au Ghana, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Ça veut aussi dire que si on doit véritablement dynamiser l'entreprise, il faut fédérer les frontières. Il y a forcément des questions au niveau des participants et le général a parlé tout à l'heure justement de la nécessité de mutualiser les forces aussi sur le plan sécuritaire parce que ça nous permet véritablement de, pourquoi pas mettre les armées ensemble pour régler le problème du terrorisme au niveau de nos différents pays. Donc, voilà un peu les réflexions que nous nous faisons. L'intérêt de ces discussions, c'est surtout que la jeunesse africaine puisse s'imprégner de ces problématiques et comprendre qu'il y a des discussions, qu'il y a des dynamiques en cours et dans quelle mesure on peut mutualiser davantage nos idées, surtout, mais aussi nos actions. Donc, je ne vais pas plus tarder. José? On vous a demandé au niveau du chat de poser des questions et je laisserai Augustin pour relever du coup ces différentes questions éventuellement. Oui, merci pour la parole. C'est que je vais devoir récupérer quelques questions au niveau du chat. Il y en a déjà des questions qui sont adressées au général. Et la première question concerne effectivement, c'est que le général a évoqué notamment le fait que les ennemis sont diversifiés par objectif. Comment l'intégration régionale peut-elle renforcer la coopération en matière de sécurité entre les pays africains et contribuer à la stabilité de la région? La deuxième question venant de M. Benjamin, c'est par rapport au G5 Sahel et qui veut savoir pourquoi les Sahel n'englobent pas plusieurs pays africains. Pourquoi les G5 Sahel n'englobent pas plus de pays africains? Alors, la troisième question qui vient de M. Jean-Patrice. La dernière question concerne toujours les G5 Sahel et la question est ainsi libellée. Le fait que les G5 comprennent des pays participants séparément à différentes organisations, notamment les CEDEAO, le Maghreb et l'Afrique centrale, n'est-il pas celui-là l'obstacle à la prise de décision? Merci beaucoup, Augustin. Juste avant que le général ne réponde, je pense que finalement, Christelle a pu rejoindre. Donc, elle va pouvoir continuer. Merci. Alors, Christelle, est-ce que je peux répondre? Oui, général, vous pouvez aller à la question. Merci beaucoup. D'abord, je vais répondre ensemble sur les deux questions concernant le G5 Sahel. Une des questions, c'est pourquoi le G5 Sahel n'englobe pas d'autres pays africains. Et la deuxième question, la troisième question, c'est pourquoi il y a des pays qui appartiennent à différentes organisations dans le G5 Sahel. Je crois que vous avez parfaitement raison de poser la première question, parce que j'ai commencé par dire que nous avions 5 théâtres d'opération. Et dans ces 5 théâtres, nous avons le Sahel, la zone sahélienne, mais cette zone sahélienne qui englobe, si tu veux, la Mauritanie, le Mali, le Burkina,
même aujourd'hui, bien sûr, le Togo et même le Bénin aujourd'hui, et le Niger et le Tchad, déjà, il y a un pays qui ne fait pas partie de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Tchad. Mais par nécessité opérationnelle, et ça, c'est des hautes voltiges politiques qui avaient fait à l'époque que, du temps du président Idriss Déby, tout le monde connaissait les excellentes relations qu'il y avait entre la France et le Tchad, et l'excellente réputation de guerriers également des soldats tchadiens. Je peux vous l'affirmer, je les ai commandés en 1997-98 en Centrafrique. Je puis vous dire que ce sont de sacrés guerriers. Donc, quand l'opération française devait avoir lieu, bah, il fallait bien qu'il y ait des Africains qui soient prêts pour les accompagner sur le terrain. Et les seuls qui étaient prêts immédiatement, c'était un régiment tchadien, et le président Déby a mis sa logistique et son argent en attendant qu'on sorte des difficultés administratives, financières, politiques de la CEDEAO. Donc, c'est ça. Et pour une question de cohérence également, vous avez raison, parce que le bassin du Tchad, c'est bien le prolongement de la zone sahélienne. Et il y a la crise à la zone sahélienne qui va jusqu'au Tchad, et il y a la crise dans le bassin du Tchad, où il y a le Tchad, comment ça s'appelle, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Cameroun. Donc, il y a une continuité, en fait, dans les deux théâtres, bien que les mouvements ne soient pas les mêmes. Et effectivement, on aurait pu comprendre qu'il y ait une seule entité militaire qui gère cet ensemble-là. J'ai vu que c'était quand même 16 000, l'ensemble des, je l'ai dit au départ, l'ensemble des, l'étendue de cette zone grise, c'est quand même 12 millions de kilomètres carrés. 12 millions de kilomètres carrés, ça veut dire 4 fois l'Union européenne. Donc, on comprendrait bien, on pourrait bien comprendre qu'il soit logique de fédérer toutes les forces des pays frontaliers et même de l'Interland pour mener ensemble un combat à la fois complet, différencié, avec des armées et des efforts mutualisés sur l'ensemble de ces pays-là. Mais vous savez, la géopolitique est telle que il est difficile de faire comprendre aux gens de l'Afrique centrale qu'ils ont les mêmes problèmes, qu'ils doivent être ensemble pour régler un problème en Afrique de l'Ouest, parce que la menace immédiate touche ceci alors qu'elle ne touche pas cela. Mais si on les met ensemble, en fait, c'est toujours la même menace et c'est toujours le même problème pour la même Afrique. Je crois que la deuxième question concernait l'intégration l'intégration des armées. Je vais préciser ma question. Les 5 pays du G5 Sahel appartiennent à des organisations régionales différentes. Et cette appartenance naturelle à des organisations régionales différentes, est-ce que ce n'est pas un obstacle pour prendre des décisions au niveau du G5? Merci bien, merci de m'avoir rappelé cela. La raison est simple, elle est liée à l'historique et la chronographie de la naissance de ces unités-là. Parce que vous le savez, la CEDEAO, c'est quand même 1975 à peu près, et le G5 Sahel, c'est 2014. Donc, quand le problème du Sahel s'est posé, la CEDEAO existait déjà et avait déjà fait au moins 8 opérations. Comme je l'ai rappelé. Et le problème du Sahel également, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est la Mauritanie et l'Algérie, dans un premier temps, qui ont géré, l'Algérie qui a géré cette question au niveau du Mali d'abord, et ça a été très compliqué. Et puis par la suite, finalement, quand il a fallu créer le G5 Sahel, le Mali n'a pas voulu que l'Algérie y participe, parce que l'Algérie les avait lâchés au moment où au moment
de l'attaque des djihadistes après le coup d'État de 2012, où ils avaient déjà un organisme, un état-major intégré, des renseignements intégrés, mais l'Algérie n'est pas intervenue. Et ceci a fait en sorte que je crois que les gens n'ont pas voulu, parce que si l'Algérie participe, forcément, elle est le chef, elle est le patron, parce qu'elle a les moyens, l'argent, l'armée et de la France, qui voulait alléger Serval et Barkhane, Serval d'abord et Barkhane ensuite, qui voulait les alléger. Serval, c'est avec le Tchad, Barkhane, c'est avec le G5 Sahel, qui voulait alléger les troupes françaises vraiment des combats au sol. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, comme je l'ai répété, on a eu la même infrastructure politico-militaire qu'a mis chemin entre l'OTAN et la CEDEAO. Alors que c'est tout ce qu'il fallait ne pas faire. Donc, mais ceci n'est pas un obstacle à la prise de décision. L'obstacle à la prise de décision, c'est la structure politique même de ces deux, notamment du G5 Sahel. Le G5 Sahel aurait dû être purement une structure opérationnelle, un peu comme Barkhane. Un peu comme Barkhane, et non copié sur la CEDEAO ou sur l'OTAN. Je vous ai dit, ils ont créé une école de guerre. Pourquoi? Quand on vient pour combattre l'ennemi, pourquoi créer une école de guerre? Pourquoi créer une école de police internationale? Pourquoi créer des infrastructures d'état-major? Voilà un peu, je pense, c'est ça. Et en plus, il y a la conférence des chefs d'État, comme à l'OTAN. Il y a le Conseil des ministres. Il y a Non, on est passé à côté. C'est ça qui est le problème. Le fait que pour prendre une décision importante, on est obligé de réunir les chefs d'État ou réunir les ministres des Affaires étrangères et ensuite le comité des chefs d'état-major. C'est de la connerie. On est sur le terrain, les gens meurent tous les jours. Donc, moi, je verrais bien le G5 Sahel un peu comme un organe un peu moins lourd que Barkhane, parce qu'ils n'ont pas les moyens aériens que Barkhane a, mais vraiment des moyens terrestres importants, des équipements adéquats, des unités légères et responsables, mais avec l'appui à la fois aérien et renseignement de Barkhane. Moi, c'est ça que je voyais dans le G5 Sahel. Mais je ne voyais pas des écoles de guerre et des états-majors qu'on construit avec l'argent en plus des autres. Parce que, comme vous l'avez vu, c'est l'argent de l'Arabie Saoudite et des États-Unis avec 50 millions de l'Union européenne. Voilà pourquoi les gens hésitent encore à donner de l'argent. C'est évident. Parce qu'il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Voilà, j'espère que, Augustin, j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu, vous avez donné quand même les éléments importants. Mais par contre, il y a une autre question qui reste, qui revient, où on voulait savoir que par rapport à votre expérience, comment se passe la coordination des unités armées des différents pays par rapport à leur culture civile et militaire propre. Donc, comment ils arrivent à bien faire cette coordination-là pour qu'effectivement cette intégration ait lieu et qu'elle soit efficace? Oui, merci. En fait, là c'est des questions à la fois professionnelles, mais extrêmement simples dans les gens, pour les gens du métier. C'est la coopération interarmée et la coopération interalliée. Donc, il y a des mécanismes, opérations, des MOU qui sont signés, et il y a, pour que les gens se connaissent, les gens travaillent ensemble avec les mêmes types de messagerie, les mêmes types d'opérations, le même langage. Et vous savez, les militaires sont des gens qui s'intègrent normalement, les mêmes types d'écoles, ou même si ce n'est pas la même école, c'est toujours à peu près les mêmes choses que les gens apprennent dans avec différentes langues ou sur différentes opérations. Donc, je vous donne l'exemple, par exemple,
les Nations Unies, c'est la même chose. Hein. De 17 000 hommes en Côte d'Ivoire, du travail entre des pays différents ou des unités différentes, ce n'est pas un problème pour les militaires. Parce que ça s'apprend. Et les militaires sont très adaptables. Ce sont à peu près les mêmes messageries, les mêmes ordres, les mêmes trucs. On a l'habitude de tous, quelle que soit l'école, de raisonner de la même manière et d'agir presque de la même manière. Je donnais l'exemple de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire où j'étais le numéro 2, avec 17 000 hommes. À côté, il y avait l'opération voisine au Libéria qui avait été réduite jusqu'à 7 000 hommes parce que c'était presque la fin de cette opération. Au sommet de la crise avec Laurent Gbagbo, eh bien, nous avons senti la nécessité de demander des renforcements parce que nous voyions que ce qui allait arriver, nous étions au courant, nous voyions venir. Donc, nous avions planifié comment faire si la guerre éclatait. Parce que nous savons, avec les agissements des uns et des autres, que la guerre allait venir. Donc, nous avions demandé un renforcement en moyens aériens, des hélicoptères de combat qui étaient basés, une partie qui était basée au Libéria. Nous avions demandé le renforcement de 2 bataillons, un bataillon du Bangladesh et un bataillon de l'Ouganda. Et tout ça, on l'a fait longtemps à l'avance. Et on a eu l'accord des Nations Unies et on a eu le temps, en temps de paix, de travailler entre notre état-major et l'état-major de la force des Nations Unies au Libéria. Et ils ont fait des reconnaissances au cas où on a besoin d'eux, là où on allait les mettre. Et on a commencé à préparer les hangars pour leurs hélicoptères, etc., etc. Donc, au moment où on a eu le feu vert, parce que l'affaire était là, il fallait se renforcer pour faire face, eh bien, je vous assure que dans la semaine, au moins la moitié des unités demandées avaient déjà quitté le Libéria pour se déployer en Côte d'Ivoire. Donc, c'est le même type de travail, de coopération avec des MOU, avec des ordres d'opération qui sont utilisés, qui doivent être utilisés au nom de la CEDEAO. C'est pourquoi quand je parle de, si on ne peut pas faire la même force, qu'il y ait un pont entre l'ECOMOG et la force du G5 Sahel. De telle sorte qu'à l'avance, il y a des procédures, à l'avance, il y a des mécanismes, à l'avance, il y a des entraînements, des modules d'entraînement pour qu'en cas de besoin, l'un puisse renforcer l'autre. Voilà, c'est dans ce sens que je l'ai indiqué. Oui, merci beaucoup. Et la question est la suivante. Une meilleure intégration régionale permettrait-elle de réduire la corruption aux frontières? Là, on n'est plus dans l'armée, mais je peux parfaitement y répondre parce que je travaille sur les questions de la ZLECAf. La question de la corruption aux frontières, je peux vous dire une chose. Ma conviction est que c'est une question de volonté nationale, de volonté politique nationale. Les gens n'ont pas envie de combattre ce fléau. On sait qui le fait. On peut les prendre. Moi, j'ai eu à proposer des unités d'inspection en civil qui prendraient tous les jours les tronçons sur l'ensemble de la CEDEAO. Il suffit de légiférer et de mettre des sanctions extrêmement dures contre les gens pour que ça s'arrête. Mais apparemment, si ça continue, c'est parce que quelque part, il y a des gens qui ne veulent pas se mettre à dos leur police de frontières ou il y a des pays où même les militaires raquettent. En tout cas, je peux dire qu'au Sénégal, les militaires ne raquettent pas. Donc, Guevara, l'intégration, théoriquement, devait régler ça. Théoriquement, l'intégration devait régler ça. Et on a vu notre camarade Dayou qui a raconté son histoire. Donc, on dit on est intégré, on ne l'est pas, parce qu'il y a des forces qui s'opposent à ça. Ils travaillent pour leur poche.
À mon avis, c'est une question de volonté politique. Voilà ma question. Mais l'intégration, réellement, devait régler ça comme en Union européenne. Merci beaucoup, Général. Merci aussi, Augustin, pour la question. Je peux le dire, le Bénin est champion de la circulation des biens et des personnes à l'espace CEDEAO. Et que vous réussissez à passer la frontière et que vous rentrez dans le Bénin, avant de pouvoir trouver un poste, un contrôle ou un checkpoint, vous allez forcément d'abord arriver à une autre frontière. Donc, ce n'est plus comme avant où il y avait systématiquement des contrôles de police ou des barrages de police, de douane ou de gendarmerie à chaque 100 mètres. Aujourd'hui, on circule librement quand on a les pièces et qu'on fait les formalités au niveau des frontières. L'autre chose aussi, je doute fort qu'aujourd'hui, qu'un policier béninois, plus je dis je doute fort, je ne suis pas policier béninois, ça peut arriver. Qu'un policier béninois ou aucun agent déployé au niveau des frontières puisse laisser lier la corruption au niveau des frontières. Cela ne veut pas dire que ça ne peut pas exister. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas exister parce que la gangrène ayant la vie dure, si des gens n'ont pas les papiers à jour et qui veulent forcément traverser, il y a forcément des cycles dans lesquels ils passent au niveau des frontières, ça le fait. Mais une chose est sûre, c'est que si l'agent qui pose l'acte, est dénoncé aujourd'hui en République du Bénin, il va forcément être sanctionné sévèrement. Donc, je ne peux que donner l'exemple d'un pays où ça a quand même commencé par apporter des fruits pour dire qu'on peut l'étendre aussi aux autres. Ce n'est pas impossible. Donc, je pense que si un pays comme le Bénin a réussi à le faire, que les autres pays aussi peuvent réussir à le faire. Et c'est justement celui qui est à la tête du pays qui a donné le top. Et je pense que si les autres présidents aussi donnent le top et qu'ils y mettent la fermeté qui accompagne ça, on va pouvoir obtenir les fruits quand il a fait. Donc la corruption est bien possible à éradiquer au niveau des frontières. On va commencer par en dénoncer un, deux, les sanctionner sévèrement comme cela se doit. Ça va pouvoir calmer les ardeurs des uns et des autres. Et comme le général l'a dit, il y a des missions où des forces de défense et de sécurité, les sécurités en civil. Donc, on peut mettre en place ce genre de mission pour pouvoir identifier la mauvaise graine des bons grains et sanctionner sévèrement ces agents-là pour permettre à ce que les autres puissent se prendre en charge comme cela et laisser les gens circuler librement dès qu'ils remplissent les conditions qu'il faut pour pouvoir laisser les frontières. Merci. Oui, effectivement, je crois que vous avez raison parce que je voudrais alors poser une dernière question, savoir comment la jeunesse peut-elle se sentir plus africaine que béninoise, sénégalaise ou malienne, par exemple? Comment la jeunesse peut-elle se sentir plus africaine? Est-ce que les jeunes sont vraiment prêts à fournir ces grands efforts? Pour que la jeunesse se sente vraiment africaine et disons africain de l'Ouest, parce que c'est déjà très compliqué. Il faudrait qu'on réussisse l'intégration. Réussir l'intégration, c'est quoi? C'est pas seulement pouvoir se déplacer, mais c'est pouvoir s'établir, pouvoir entreprendre sans qu'il y ait discrimination à l'intérieur des États de la nationalité de telle ou telle personne sud-africaine de la CEDEAO. J'ai l'impression qu'il est plus facile aujourd'hui en Afrique de l'Ouest à un Libanais ou à un Français de s'installer, de faire affaire en Afrique de l'Ouest qu'un Ghanéen qui vienne au Sénégal ou au Mali s'installer et faire des affaires. Donc, c'est ça, voilà la clé du mal. Premièrement, libérer complètement la liberté de circulation, comme là, malheureusement, l'a vécu notre jeune camarade, entre les frontières, entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Il faut libérer ça totalement. Et je dis, c'est une question de volonté politique. Et deuxièmement, enlever tous les obstacles administratifs qu'il y a dans certains pays pour qu'un étranger, entre guillemets, mais citoyen de l'Afrique de l'Ouest puisse s'installer, travailler et faire des affaires.
Et il y a des pays où même quand tu es sénégalais, tu vas en Côte d'Ivoire, on va te demander une carte de séjour pour pouvoir s'installer et travailler. Et je pense que ça se passe également dans d'autres pays. Voilà les types d'obstacles artificiels qui sont là et tout le monde sait que ça existe, personne ne les enlève. Donc cette fameuse volonté politique est là. Je reviens toujours sur ça, je te rends ta parole. Merci beaucoup, Général. Le Général sait bien trouver les mots qu'il faut pour dire ce que nous pensons. Et je ne veux pas dire que le Général m'a dit qu'il est très jeune et qu'il prend la parole au nom de la jeunesse. De la CEDEAO, on a comme cette impression au fait que les jeunes de la CEDEAO ne sont pas assez impliqués dans la mise en œuvre de beaucoup d'actions et de politiques qui se passent autour de nous. Je ne vais pas dire que c'est peut-être parce que les politiques ont peur que les deals qu'ils font peuvent être mis sur la table, qu'ils préfèrent beaucoup traiter avec d'autres personnes qui viennent de très loin que de traiter avec leurs ressortissants ou de traiter avec des ressortissants de la CEDEAO. Mais c'est un constat qui est réel. On constate que même, beaucoup de nationalités étrangères qui ne sont pas de la CEDEAO ont plus de facilité à s'installer, à faire des affaires, à monter des affaires, à faire du business que les ressortissants de l'espace CEDEAO. Mais il ne faudrait pas qu'on perde de vue que les jeunes aujourd'hui, que je sois béninois, j'ai cette facilité aujourd'hui de trouver du travail en Côte d'Ivoire, de m'installer et de travailler. J'ai cette facilité de m'installer à Accra et de travailler, bien que parfois produire les documents qu'il faut pour pouvoir vivre convenablement dans le pays soit parfois très tracassant. Mais une chose sûre, c'est qu'on a aujourd'hui cette facilité mieux qu'hier. Et on espère que ça puisse s'améliorer pour que le Béninois qui se retrouve à Accra se sente ghanéen comme le jeune Ghanéen, qui se sent ivoirien se retrouve Yamoussoukro comme le jeune ivoirien, ainsi de suite. Mais que nous nous sentons partout ailleurs chez nous, à chaque fois que nous nous déplaçons, c'est ce que nous espérons. Et je crois bien savoir qu'aujourd'hui, il y a déjà des mesures qui permettent de produire dans quelques pays de la CEDEAO et de les exporter dans un autre pays de la CEDEAO. Tout ce qu'on refuse au fait, c'est de ramener un autre produit qui a été produit ailleurs et de le réexporter dans d'autres pays de la CEDEAO. Mais si les unités de transformation sont installées dans un pays de la CEDEAO, vous pouvez à partir de ce pays l'envoyer dans les autres pays de la CEDEAO. Donc, c'est des espaces qui sont quand même très ouverts à nous, les jeunes, mais la libre circulation des biens des personnes permet aujourd'hui à ce que nous ne nous sentons pas réellement africains comme cela se doit. Si on quitte l'espace CEDEAO et qu'on va un peu plus loin, comme dans les pays qui sont au niveau de l'Afrique australe, je ne peux pas vous raconter toutes les misères que les gens vivent au niveau de ces pays-là, de pouvoir renouveler leur permis de séjour pour continuer à travailler ou à occuper des postes de responsabilité dans ces pays-là. Donc, je voudrais juste dire que nous pouvons nous sentir partout chez nous si la volonté politique y est et que chaque pays et chaque dirigeant de chaque pays décide d'y mettre du sien pour que nous puissions nous sentir comme ça. Moi, je me sens ivoirien à chaque fois que je me retrouve avec Soko et Abidjan. Merci. Merci beaucoup, Guevara. La modératrice est de retour. Je pense que les deux panélistes se sont arrangés pour que la technologie de mon côté ne fonctionne pas afin de disposer suffisamment du temps. On était censé finir à 17h30 ou à 18h30. Là, il est 55. Les discussions sont très intéressantes, mais je pense que on va essayer de demander à nos panélistes de nous donner leur mot de fin. Juste un petit mot, quand même, j'avais envisagé de donner les éléments clés, les faits saillants que Koulou voulait dire, qui nous avait Oui. Donc, je propose de le faire très rapidement. D'accord.
Donc, monsieur Pascal, vous allez faire cet élément-là très rapidement et après, on va passer à la conclusion. Donc, je regrette vraiment, et je pense que c'est surtout lui qui regrette, et je n'ai pas du tout la prétention de remplacer la forte personnalité de M. Koulibaly. Mais donc, je voulais quand même délivrer, pour tous les gens qui ont donné la peine d'être là, les quelques mots que moi j'avais retenus. Hein. Donc, c'est à travers mon filtre, hein, mais ce sont ces mots à lui, n'est-ce pas? Donc, bon, et il s'adressait, donc, c'était pour la partie économique, et quel rôle la jeunesse a joué là-dedans. Donc, il y avait cinq aspects. Je vais juste citer ces phrases et vous dire un peu l'impression que j'en ai retiré. D'abord, il parlait de l'éducation et est-ce qu'on a des leçons à donner à la jeunesse aujourd'hui? Il est absolument persuadé que aujourd'hui, l'école de demain est là. L'objectif, mais il faut lui donner un objectif à cette école, c'est de rendre l'Afrique plus compétitive, hein, que les systèmes d'enseignement traditionnels que nous avions doivent être refondus dans cette idée-là et que, je veux dire, l'objectif, c'est vraiment de booster l'Afrique et de parler le même langage que le monde extérieur. Donc, et vous savez l'importance du digital qu'il y a là-dedans. Vous savez, aujourd'hui, c'est monsieur Google qui enseigne à tout le monde. Hein, et donc, il y a vraiment de ce côté-là une vision tout à fait nouvelle et moderne qu'il faut avoir de ça, et pas défaitiste, au contraire. Hein, tous les outils qui existent aujourd'hui pour nous renforcer, pour être compétitifs, sont là. La deuxième chose, c'était sur les hommes politiques traditionnels, les administrations. Il disait il ne faut pas rester à la traîne à cause des hommes politiques ou comment dirais-je, les grands directeurs, les choses comme ça. Avec son langage connu ils n'ont pas toujours grand-chose dans la tête. Il faut savoir les bousculer. Hein. L'administration publique, là maintenant, c'est le problème. Il faut mettre des jeunes là-dedans. Dans l'administration, qui est justement un des points faibles bon. Donc, j'aurais aimé qu'ils vous le disent directement, mais bon, voilà, je lis un peu les notes. Hein. Il faut mettre les politiques au pas, il faut être très pragmatique. Hein. S'ils veulent pas, ben, c'est normal de descendre dans la rue. Là, hein. Il faut des jeunes à la tête des administrations publiques. On n'a plus besoin, comme il dit, de gens de mon âge. Bon, il y a cette idée-là. Qui est intéressante. Sur la CEDEAO, il pense que c'est la seule organisation africaine qui marche à fond aujourd'hui. Évidemment, c'est à contre-pied de beaucoup d'idées faites. Hein, c'est elle la seule qui est capable de donner des sanctions, quelles qu'elles soient. Enfin, c'est quand même ce qui manque d'ailleurs à l'Afrique centrale, et quelquefois, ça leur manque d'avoir ça. Et ce que l'Union africaine ne peut pas toujours faire, parce qu'elle est engluée dans beaucoup de choses beaucoup plus politiques. Lui, il la voit surtout comme un instrument économique, la CEDEAO, très puissant. Par contre, il leur manque les fonds nécessaires et il faut pousser les jeunes à récupérer la CEDEAO. Il ne faut pas que la CEDEAO soit vue comme quelque chose, une machine politique. Voilà. Les jeunes doivent se donner la main pour avoir leur place là-dedans. Hein. La CEDEAO peut tout faire aujourd'hui. Elle a un dispositif d'organisation qui est quand même remarquable. Je pense, vous parliez tout à l'heure du passeport dans tous les pays, elle est très en avance là-dessus. Hein. Il y a un passeport qui normalement permet de s'établir partout. Hein. Donc, c'est vraiment, comme le disait tout à l'heure le général, une volonté politique des pays, mais la CEDEAO est en avance là-dessus. Et si la CEDEAO avait plus d'argent, on pourrait réaliser le rêve de M. Koulibaly, c'est pousser les frontières dans les ports et les aéroports, c'est-à-dire de fluidifier tous les trafics à l'intérieur du pays, ce qu'ils ne peuvent pas faire d'ailleurs en Afrique centrale. Maintenant, la bonne voie à suivre pour les jeunes, la bonne voie à suivre sur les jeunes, là aussi, il faut faire attention à ce qu'il appelle un peu les africanistes, hein, les populistes un peu africanistes. Hein. Il faut protéger la CEDEAO de ça, de ces influences-là. Cette jeunesse a un devoir très important à réaliser aujourd'hui.
Hein. Certains africanistes qui jouent sur le populisme, on peut leur demander, qui sont très forts pour commander de l'argent, qu'ont-ils fait depuis les indépendances? Donc voilà, c'est un peu ça. Mais pour M. Coulibaly, l'Afrique a la destinée de l'Inde qui est présente devant elle. Dans 2-3 ans, elle peut être très importante, l'Afrique. Il voit beaucoup plus l'émergence rapidement. Il faut se préparer à ça. Il faut se mettre au travail, car il faut quand même beaucoup de travail pour ça. Il ne faut pas que les jeunes se minimisent. Hein. Vous êtes les plus forts, dit-il, mais pour ça, il y a des règles. Hein. Il faut se préparer à travailler, il faut dire la vérité. Hein. Et c'est avec vous que ça pourra avancer. Vous représentez une personnalité morale. Il faut l'assumer. Hein. On est au siècle où on doit se dire la vérité. Il faut dire qu'ils veulent le pouvoir, c'est normal, et ils veulent la vérité. Les deux font partie du même combat. Et au niveau des prévisions, il faut bien voir que là aussi, les statistiques, Dieu sait qu'il y a des choses dont on s'afflige, mais 80% des populations sont très jeunes. Hein. Comme il dit, quand on va en guerre, quand on est 1 contre 3, il y a plus de chances que les 3 gagnent sur le 1 quand même, quel qu'il soit. Donc, vous allez gagner. C'est-à-dire, à la condition de respecter les choses qu'il dit, vous avez gagné. Et donc, en fait, je tenais à restituer ça parce que je pense que malgré tout ce qu'il y a, toutes les difficultés qu'on vient d'évoquer, que le général a bien évoqué, que Guevara a bien décrit, il y a vraiment beaucoup d'espoir qui est là. Je me réfère au discours de Koulou, je me réfère au discours, je me réfère au diagnostic qu'a fait le général, parce qu'il y a plein de voies d'amélioration dont on sent qu'elles sont là, et c'est les jeunes qui peuvent les pousser à advenir. Il y a eu récemment, quand Guevara disait, mais regardez ce qui se passe au Bénin, ça veut dire que c'est possible. Le discours de Talon, enfin, il y a quand même des choses qui font que il y a les discours récents de Bazoum, là, que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans Jeune Afrique, que je vous recommande. Donc, il faut savoir identifier les vrais success stories et pas tomber dans le populisme et au contraire, s'appuyer là-dessus. Donc, vérité, travail, éducation, confiance. Voilà, je terminerai sur ces mots-là qui, à mon avis, ne sont pas des mensonges. Voilà. Merci pour le résumé succinct des propos de M. Coulibaly. Donc, on va rapidement solliciter nos 2 panélistes. D'abord, le général Talla. Donc, merci. Prenez la parole et dites-nous votre mot de... Merci Christelle. Mais je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'être avec vous, les jeunes, et avec mes camarades Pascal, je vois Jean Poirier, et puis qui encore, et Joël. Cet échange a été extrêmement intéressant. Je voudrais simplement, avant de terminer, confirmer ce que je pense de ces mots de Coulibaly, mais je dis la jeunesse, attention, c'est votre tour, mais 1, ne soyez pas trop pressés. 2, engagez-vous en politique. Parce qu'on laisse les vieux faire de la politique. Et tant que c'est eux qui font la politique, c'est eux qui vont diriger les pays. Engagez-vous en politique pour changer l'Africain de l'Ouest, en tout cas. La manière dont la politique se fait en Afrique de l'Ouest, c'est toujours sur la base de l'argent, de la compromission et de la corruption. Et c'est comme ça, quand on est au pouvoir, on prend les cousins, les nouveaux, les gens du parti, et on met le parti devant la patrie. Donc, engagez-vous en politique si vous voulez prendre le pouvoir. Parce que le pouvoir, maintenant, ne se prend que par la politique. Ça, c'est 1. Deuxièmement, ne soyez pas trop pressés. Les jeunes, aujourd'hui, aiment trop les vacances, les grosses voitures, les séjours à l'hôtel, etc.
mais ça ne va pas avec une construction durable pour changer l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Il faut y aller en prenant l'escalier et non l'ascenseur, mais avec détermination politique. En ce qui concerne l'intégration dont on a parlé, je dis qu'il faut que tout le monde encourage les dirigeants à prendre en compte tout ce qu'il y a comme bénéfice à avoir de grands ensembles mutualisés en termes d'écoles d'ingénieurs, en termes d'écoles militaires, en termes d'écoles de ceci ou de ça, en termes de grandes entreprises, etc., etc. Aujourd'hui, on a des petites entreprises au niveau national. Et à chaque fois qu'il y a un marché, ce sont des Marocains, des Turcs et les autres qui viennent le prendre parce que nos gens ne sont pas capables, ils n'ont pas la capacité ni financière, ni technique de gagner de grands marchés à l'Afrique de l'Ouest. Ça aussi, c'est vous qui devez changer ça. Enfin, pour terminer, je voulais juste vous livrer quelques chiffres de ce que la paix a amené en Europe. En 70 ans, ce que la paix a amené en Europe. La paix a multiplié le PIB de l'Italie par 46. La paix a multiplié le PIB du Portugal par 87. Et la paix a multiplié le PIB de l'Espagne par 105. Et enfin, le PIB de l'Irlande par 186. Et pendant ce temps, dans un laps de temps à peu près de 50 ans, ce PIB n'a été multiplié qu'au Sénégal par 20, que par 20, en Côte d'Ivoire que par 37, au Ghana par 40 et au Nigeria par 89. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils ont profité de la période de la paix. Et nous, pendant ce temps, nous avons connu 50 coups d'État, 5 guerres civiles au Nigeria, Côte d'Ivoire, machin, etc. Des relations tendues entre pays. Voilà où je voulais conclure en disant que partout dans le monde, la paix a précédé le développement et partout dans le monde, le développement s'est fait et s'est accéléré par l'intégration. Voilà, donc je voulais terminer par ces mots, tout en vous remerciant encore et en encourageant nos jeunes vraiment à aller de l'avant. Merci, je reste naturellement pour écouter les autres. Merci Christelle. Merci beaucoup, Général. Alors, vous nous exhortez à la paix parce que partout dans le monde, la paix a précédé le développement. Et cette paix a nécessité la contribution de tous, notamment des jeunes. Et c'est à cela que nous exhortons l'Afrique entière aujourd'hui. Guevara, c'est l'heure de nous dire votre mot de fin. Nous vous écoutons très religieusement. Merci beaucoup, Christelle. Déjà, je remercie le GIAF et le GIAF Junior pour cette opportunité qui m'est en fait, et comme je le dis, qui est aussi en fait au réseau que je dirige, qui est un réseau de jeunes qui n'est pas pressé, qui est un réseau de jeunes qui préfèrent prendre les escaliers que de prendre l'ascenseur, parce que c'est un réseau de jeunes qui a été formé parce que justement, à un moment donné, on a réalisé que les jeunes ne s'intéressaient pas à l'engagement politique et une fondation allemande a jugé utile au fait de former des jeunes béninois pour les motiver, les susciter à ce qu'ils puissent s'engager dans la vie politique, la vie sociale et économique du pays. Donc, aujourd'hui, je dirige ce réseau de jeunes, un réseau formidable. Et je m'en voudrais de ne pas dire qu'au sein du GIAF Junior, qu'il y a quand même certains membres du réseau qui sont là. Je pense notamment à Christelle Medaro, je pense à José Hébert, je pense à Jérôme Agognon et d'autres qui sont dans l'ombre et qui travaillent assurément, grâce à qui justement, à leur sérieux, qui ont permis à ce que des jeunes comme moi puissent aujourd'hui devenir membres du GIAF, parce que si eux, ils n'avaient pas bien fait, on n'aurait pas eu l'occasion de rejoindre le GIAF. Donc, merci beaucoup à vous. Et je m'en voudrais finir, parce que j'ai vu une question de Joël. Quand je crois, dans le cadre, je m'en voudrais finir en racontant une anecdote d'un pays de la sous-région. Je n'ai pas voulu citer le nom du pays pour ne pas m'attirer les foudres. Il y avait les forces de police où on racontait que dans l'agent de raquette, ça leur permettait de mettre du carburant dans les véhicules pour pouvoir mieux faire les patrouilles, etc. Alors, le chef de l'État d'alors, le chef de l'État qui a été là, ayant entendu parler de tous ces différents problèmes, il a mis des points à disposition aux forces de police pour pouvoir
avoir assez de carburant dans leur véhicule pour pouvoir mieux faire les patrouilles et mieux intervenir. Et il a mis en place aussi des mesures pour limiter la corruption. Je n'ai pas voulu citer le nom du pays, certains reconnaîtront sûrement le pays ou les personnes concernées, mais la rumeur a dit que voilà un peu ce qui s'est passé dans ce pays-là. Donc je pense que on parle de 10 pour les fins du mois ou l'État, des agents de l'État. Je pense que la volonté permettra quand même, volonté politique et la volonté des agents concernés permettra à ce que nous puissions nous départir de certains obstacles qui ne permettent pas forcément à ce que la libre circulation des biens et des personnes puisse être une réalité dans les différentes communautés économiques et régionales que nous constituons, mais aussi pour ce continent africain qui est très riche, qui offre beaucoup de possibilités, qui est justement l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Guevara. Est-ce que José est là? Désolé parce qu'aujourd'hui, souci de connexion, mais voilà, je réussis finalement peut-être à placer un dernier mot, juste pour vous remercier. Merci Christelle, merci à tous les panélistes et les participants. C'est un premier rendez-vous d'une série de 5. Donc, comme ça a été partagé, restez connectés, suivez-nous et surtout visitez le site internet du groupe Initiative Afrique, sur lequel vous retrouverez beaucoup de documentation sur les précédentes conférences. La dernière se tenait à Grand-Bassam et le groupe essaie de tenir une régularité. Et donc, vous allez suivre les informations quotidiennement sur les réseaux sociaux. Merci et ce sera un plaisir de vous retrouver prochainement. Merci beaucoup, José, pour cette belle conclusion. Merci au général Talla pour sa disponibilité et pour les informations capitales qu'il nous a apportées tout le long de ce webinaire. Merci à Pascal pour nous avoir en quelque sorte retransmis les pensées, les réflexions de Coulibaly. C'était très intéressant de les avoir. On regrette de n'avoir pas pu le voir dans ce panel. Ça aurait été très, très intéressant. Mais ce n'est que partie remise. Donc, merci à tous les participants qui sont restés du début jusqu'à la fin. On va se dire, on reste en contact pour les autres webinaires de la série qui a démarré aujourd'hui. De façon exceptionnelle, comme c'est la fin et que la modératrice a clôturé, est-ce que ceux qui peuvent allumer leur caméra? Oui, qu'on voit. Et on va juste prendre une capture souvenir. Voilà. Et Moutala Salisu. Coucou Epiphanie depuis Bruxelles. C'est bien parce que cette session a permis de convier d'autres jeunes, d'autres pays qui ne nous suivaient pas. Et donc, restez connectés. On va faire des sessions pareilles régulièrement. Et voilà, je voulais prendre une capture qui va rester, voilà, vous pouvez le retrouver sur nos réseaux. Alors, voilà, c'est bon. Merci à tous et à très bientôt. Vous allez retrouver ce webinaire enregistré sur Facebook et aussi prochainement sur YouTube. Merci. Merci, c'est un plaisir. Merci beaucoup tout le monde. De rien. Salut. Bravo à tous. À bientôt.